Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, avocat au barreau de Paris, essayiste et écrivain franco-israélien, président de l'association France-Israël pendant 14 ans. Après le succès de son journal de guerre devenu best-seller, Gilles William Goldnadel vient nous voir pour son ouvrage Journal d'un prisonnier, sorti aux éditions Fayard, une effrayante et délicieuse dystopie. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce, en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Gilles William Goldnadel. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Nous allons découvrir votre actualité tout du long de cette émission qui n'est pas sans rappeler qui vous êtes, bien évidemment, puisque c'est l'ADN de cette émission. Tentez toujours de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est indissociable, dirons-nous. Je vous demanderai pour démarrer 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Alors là, vraiment, c'est très compliqué. Je dirais sincère, je dirais obstiné et je dirais intransigeant. Intransigeant. Eh bien, on va voir si ça colle avec vous tout du long de cette émission. Le début, toujours le début. Gilles William Goldnadel, vous êtes né un 12 janvier à Rouen, dans une famille de commerçants ashkénazes, russes communistes du côté de votre mère, gauche polonaise du côté de votre père. J'ai envie de commencer par le début, qui est comment se sont-ils rencontrés et quelle est leur histoire ? Ils se sont rencontrés à Rouen. C'est-à-dire que les deux venaient de Paris. Ma mère avait vécu à Livry-Gargan, dans une banlieue communiste, et elle avait connu la guerre à Livry-Gargan. Quant à mon père, il était retourné à Paris après avoir été pendant l'occupation en zone non occupée à Pau, et donc ils se sont rencontrés à Rouen dans le cadre de la manière dont ça se passait à l'époque, à la foire des présentations à l'intérieur de la communauté. Dans votre livre, vous dites « Ce nouveau journal n'a pas été dirigé par un diariste insouciant, mais un captif angoissé ». Et ce mot « captif angoissé », je me suis demandé s'il y avait une résonance avec votre histoire familiale, pour le coup. Écoutez, franchement, alors là, j'ai du mal à vous dire à qui correspond Maître Gronadel, qui est le personnage central Principal de cette fiction, de cet essai romancé, je sais pas comment. D'après Fayard, c'est un ovni. Donc j'aurais du mal à parler de qualifier en tous les cas ce livre. Ou un roman d'anticipation. Un roman. Dans le pire des cas. Oui, un roman d'anticipation pessimiste. Oui, mais un roman d'anticipation pessimiste, drôlatique. Je suis bien d'accord avec vous. D'accord. Gilles William Goldnadel, vous êtes fils unique et donc un seul espoir, j'ai tendance à dire. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'étais à Gournay-en-Bray. Je suis né à Rouen, mais à 4 ans, j'étais à Gournay-en-Bray, à 54 km de Rouen. Mes parents étaient des petits commerçants qui avaient fait les marchés et qui avaient qui avaient pris un magasin de vêtements, comme ça se faisait beaucoup dans le détail, à Gournay-en-Bray. Donc j'étais le seul juif à Gournay-en-Bray. J'étais fils unique, donc j'étais spécial. Voilà. Est-ce que finalement votre statut de devenir avocat, le métier que vous allez choisir, a une incidence avec votre enfance ? Et je vous pose cette question-là parce que c'était pas forcément évident à l'école. Alors, moi je suis devenu avocat faute de mieux. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Non, mais je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais rien faire de mes mains. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un matheux. Et j'ai découvert sur le tard que je pouvais être un bon porte-parole. Et que je pouvais expliquer pour les autres ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils l'avaient fait ou ce qu'ils n'avaient pas fait. Le droit en lui-même m'intéressait médiocrement. J'aurais préféré
apprendre une science dure, si j'ose dire. Le droit est à la merci du législateur. Ça m'intéressait, encore une fois, comme un moyen, pas comme une fin. Mais voilà, mais vous savez, c'est presque le hasard qui a fait ça. J'avais fait de très mauvaises études. J'avais été un très mauvais étudiant. C'est vraiment le métier qui m'a fait, moi. Hein. Ce sont les clients qui m'ont fait. Moi, j'avais été disque jockey, j'étais cancre. C'est vraiment sur le tard que je me suis sauvé. Voilà. Vous dites le mot sauver, il a son importance, on va y venir. Vous allez prêter serment à 24 ans, devenir avocat. Vous allez travailler pour plusieurs affaires notables. Je remarque de tout temps, il y a une volonté d'une part de vous insurger contre la posture médiatique, militante de gauche. Et d'abord, j'ai envie de dire, pour autant, vous avez été en quelque sorte biberonné à cette empreinte politique qu'est la gauche. Pourquoi vous en êtes écarté ? Alors, je pourrais vous dire que j'ai été vacciné. Contre la gauche, contre le communisme. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas moi qui a changé, c'est la gauche qui a changé. Sinon, j'aurais pu rester de gauche, enfin, j'aurais pu être de gauche. Les questions économiques m'intéressent médiocrement. Certes, je me sens libéral dans l'âme, mais c'est secondaire. Très sincèrement, c'est secondaire. Je préfère vivre je préfère vivre dans une France libre, mais économiquement à gauche, que dans un pays où je ne paierais pas beaucoup d'impôts, mais qui serait conformiste. Moi, je pense qui me caractérise, c'est que je déteste le conformisme. Et davantage encore le conformisme qui se donne l'air modeux, moderniste. Je crois que c'est ce que je déteste le plus au monde. Chez William Goldnadel, il y a près de 30 ans, vous allez participer à un premier ouvrage pour vous qui s'intitule « Une idée certaine de la France » d'Alain Griotteret. Quelle différence entre hier et aujourd'hui ? Mais vous savez, j'ai pas changé. Hein. Je crois que j'ai écrit, c'était un livre collectif. Il y a d'autres gens, il y a Georges Fenech, il y a Éric Zemmour, il y a d'autres gens qui ont écrit. Mais si vous regardez ce que j'ai écrit, je crois, en 1998, il n'y a pas une ligne que je n'écrirai pas. Par exemple, parmi les souvenirs que j'ai dû le relire il y a 10 ans, ce truc-là. Par exemple, je n'aime pas du tout la célébration du Black Blanc Beurre de la Coupe du Monde, mais parce que tout d'un coup, on idéalise l'immigration qui a sans doute peut-être fait gagner l'équipe de France, mais en même temps, encore bien davantage qu'aujourd'hui, un voile est totalement recouvre les méfaits de l'immigration, en ce compris les ravages de l'insécurité que j'avais déjà pointé en 98. Donc, pardon, mais moi, j'ai pas changé. Hein. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je trouve que vous anticipez assez bien les choses. Donc, c'est pour ça que je parle de roman d'anticipation dans votre ouvrage. On va y venir, mais j'ai envie, toujours, encore une fois, partir de la racine. Est-ce que vous diriez que la France a cédé pour la première fois face à l'islamisme avec les attentats islamistes en France en 95, ou ça date encore de bien avant ? Je crois que dans mon explication, la France ne cède pas à l'islamisme, est-ce qualité d'islamisme. La France et les Français cèdent au mirage de la préférence pour l'autre. Ils finissent. Il fut un temps où les Français s'aimaient trop. C'était la période de l'extrême droite de la fin du 19e siècle et d'une grande partie du 20e. Et puis, alors moi, c'est mon explication post-shoatique. Je tente d'expliquer qu'il réside dans l'inconscient blanc dans le monde post-chrétien, une sourde honte d'avoir la même couleur de peau que l'antéchrist des temps modernes qui s'appelle Adolf Hitler. Il faut reconnaître qu'Adolf Hitler campe avec un certain brio la figure de l'antéchrist, et inversement, le juif en pyjama rayé campe lui aussi avec un certain brio
la figure de Jésus sur la croix. Il ne se défend pas, il rit pas. Il ne sourit pas. Raison pourquoi il a beaucoup plu, celui-là, et pourquoi l'autre, celui qui se défend, est détesté. Mais je m'évade, je fuis un peu, je m'échappe un peu de ce que je vous dis là. Ça, c'est l'explication générale que je donne depuis 30 ans à la folie du monde, mais la folie française, c'est la honte d'avoir été français, d'avoir été dépeint comme un Dupont-Lajoie avec un béret pétainiste sur la tête. Et donc l'autre était forcément mieux. Eh bien l'autre, il n'est pas mieux. Il n'est pas moins bien forcément, mais il n'est pas mieux. Dans votre livre, après une dizaine d'ouvrages publiés, votre journal de guerre l'année dernière qui a connu un grand succès, vous racontiez la mort de notre Occident post-7 octobre. Aujourd'hui, c'est le journal d'un prisonnier aux éditions Fayard. C'est une dystopie, une fiction de la réalité qui vous met en scène d'abord comme un avocat condamné, en témoigne la page de couverture, qui ressemblerait à des photos réalisées avant une garde à vue. Est-ce que, la question est facile, j'ai envie de dire Gilles William Goldnadel, est-ce que vous vous sentez prisonnier de la France d'aujourd'hui ? Moi, non. Moi, je me sens plutôt libre. J'essaye de me libérer des chaînes qui nous lient, qui nous enserrent. Je pense être libre. Justement, d'abord, vous dites c'est Maître Grenadel. Ne confondez pas, s'il vous plaît, je fais la Maître différence. Ghislain Grenadel avec Gilles William Goldnadel. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Grenadel, mais Ghislain Grenadel est justement la transe insoumise. Les gens de la transe insoumise qui ont pris le pouvoir viennent le chercher parce que c'est un opposant notoire. Et il s'est opposé. Le pauvre Ghislain Grenadel, il s'est opposé toute sa vie au conformisme et à l'intolérance sous toutes leurs formes. Ce qui n'a rien à voir avec vous, Maître Rien du tout. Je suis beaucoup moins courageux que Maître Ghislain Grenadel. Encore que quand vous lisez ce qui lui arrive, il ne se montre pas non plus d'un courage exceptionnel. Vous nous proposez dans cette satire mordante et je dirais même percutante où chaque page résonne comme s'il y avait des balles dans un appartement entre quatre murs, j'ai envie de dire. Une société bien pensante où vous imaginez une France gouvernée par, vous venez de le dire, la transe insoumise, une république autonome musulmane appelée Riyad, République islamique autonome et démocratique en Seine-Saint-Denis, que vous rebaptisez Seine-Saint-Denis, où encore une fois la bien-pensance est imposée à tous. Finalement, c'est une dictature. Alors, il ne faut pas confondre les départements 92, 93, 94 et 95 qui vivent sous l'empire, effectivement, de la République islamique, démocratique, avec le reste de la Nouvelle-France post-nationale qui vit sous l'empire davantage du wokisme. Au contraire, la transe insoumise a consenti un moratoire de nombreuses années à cette République islamique où, par exemple, justement, l'homosexualité est interdite, où le voile est chaudement recommandé et l'excision également est autorisée. Donc, ce sont deux choses un peu différentes. On verra à la fin, on verra qui l'emporte sur l'autre. Est-ce que ce livre, c'est votre enfer ? Ah oui, oui. Ah, écoutez, oui, je décris effectivement l'enfer possible. Imaginez une crise économique et financière doublée d'une crise sociale exceptionnelle. L'extrême gauche, qui a une grande maîtrise de la rue, peut parfaitement faire alliance avec les banlieues islamisées qui ont une bonne maîtrise des armes. Et je ne parie pas beaucoup, c'est vrai, sur la résistance opiniâtre du reste de la population française. Oui, parce que dans votre livre, vous expliquez qu'il n'y a pas spécialement d'amour ni de désamour avec la France, et c'est sans doute ce qui est pire, ce qui fait que la faiblesse pourrait l'emporter. Écoutez, le lavage de cerveau auquel ont été soumis les Français depuis 3 ou 4 décennies a quand même fait son œuvre. Vous avez une partie de la population française qui ne se sent plus rien.
et qui vit dans un état, et je pense à la jeunesse, qui vit dans une sorte de soumission intellectuelle et culturelle vis-à-vis des banlieues. Il y a beaucoup de petits jeunes blancs des banlieues qui imitent le parler des banlieues, les wesh, le larchoum et compagnie, et jusqu'à même l'accent. La France insoumise, la jeunesse de la France insoumise, c'est beaucoup ça. Gilles-William Gonadel, quand je vous entends parler, je pense aux détracteurs, à ceux qui disent que vous faites une obsession avec la banlieue. Qu'est-ce que vous leur répondriez ? Ah, mais c'est une obsession tout à fait assumée. Moi, j'ai les mêmes obsessions. J'assume, j'oserais dire, je revendique plusieurs obsessions. Je revendique mon obsession de lutter contre la nouvelle folie, cet hôpital psychiatrique à ciel ouvert qu'est le wokisme. Je revendique mon obsession de lutter contre l'islamisme. Je revendique mon obsession de lutter contre l'extrême gauche antisémite. Je revendique mon obsession de défendre l'État d'Israël, détesté universellement à la manière dont le juif était détesté. Ah oui, ce sont les obsessions de ma vie. Dans votre livre, le protagoniste Guylain Grenadel est arrêté pour avoir défendu la France et Israël. Il se retrouve dans un camp de rééducation idéologique, le fameux camp du bien. Il est accusé par le collectif Correctif d'avoir été le porte-parole le plus cynique et insolent du mâle blanc dominant hétérosioniste, génocidaire d'extrême droite de la décennie. Est-ce que vous définiriez de la même façon que votre narrateur principal ou différemment ? Écoutez, très sincèrement, j'assume, sans vanité, mais sans honte non plus, d'être un hétérosexuel mâle blanc juif et sioniste. Oui, c'est exactement ce que je suis. Et malheureusement, ça ne correspond pas à la mode médiatique du temps, ou à les choses sont en évolution. Hein. Les médias sont en cours de libération tout de même. Hein. Mais il est certain que je pointe depuis des années, effectivement, cette détestation-là qu'on peut parfaitement expliquer. Hein. Mais oui, je suis ainsi. Qu'en est-il de l'extrême droite chez William Gonadel ? Oh, écoutez, l'extrême droite d'aujourd'hui, dans sa représentation politique, n'est plus l'extrême droite. Je refuse désormais de qualifier le Rassemblement national d'extrême droite. Et quand bien même, après tout, la représentation nationale dans l'hémicycle a deux bouts. Si le dernier bout est l'extrême droite, et que l'autre bout est l'extrême gauche, avec la France insoumise et le Parti communiste et même les pseudo-écologistes, eh bien je dois vous dire que l'extrême droite parlementaire ne m'inspire pas la moindre inquiétude. Je ne regarde pas tous les députés du Rassemblement national avec une admiration particulière, mais en tous les cas, je ne trouve plus trace de leur antisémitisme, de leurs propos, et il m'a plu à constater que ça a été l'un des partis, mais je n'ai rien à reprocher en vérité à la droite française, à l'égard d'Israël. La droite française, qu'il s'agisse du Rassemblement national, qu'il s'agisse du Républicain, qu'il s'agisse de Reconquête, s'est conduite, et une partie même du macronisme s'est conduite de manière parfaite après le 7 octobre. Je n'en dirai pas autant de l'extrême gauche qui s'est conduite de manière ignominieuse. Est-ce que cela vaut ? Est-ce que cela fait foi ? Est-ce que cela doit rentrer dans nos têtes pour nous permettre de nous dire que l'extrême droite, pour autant, malgré ses racines, ait davantage de confiance, plus qu'en tout cas, ne serait-ce que même un Renaissance qui a laissé nos barrières, nos fenêtres et frontières ouvertes comme des toboggans de l'Aqua Boulevard ? L'une de mes marques de fabrique, c'est que quand je suis arrivé de Rouen à Paris dans les années 70, 80, dans les années 80, j'ai participé à la création du Renouveau Juif avec les frères Achtenberg.
J'ai participé également à Radio J à cette époque et j'embêtais tout le monde pour parler poliment en leur disant que le grand danger d'aujourd'hui, ça n'était plus l'extrême droite, mais l'extrême gauche. Et pourtant, il y avait encore M. Le Pen. Mais je voyais l'extrême gauche arriver avec ses gros sabots et c'était pourtant encore avant l'alliance avec les islamistes. Mais je voyais bien que dans leur discours, je voyais bien là où était le danger. Puis, pardon de vous le dire aussi, je pense que là où je me suis construit, j'ai compris assez vite que le juif qui se défendait, le juif israélien ou juif pro-israélien, celui qui avait fait sa métamorphose post-shoatique, était détesté moins en tant que juif qu'en tant que super blanc qui se défendait. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai bien compris qu'il devenait particulièrement détestable pour une extrême gauche anti-sioniste et anti-française. Dans votre livre, vous écrivez « Alors je marchais, je mangeais, je travaillais, je défendais mes deux pays, mes deux peuples mécaniquement, mais je ne vivais plus vraiment. J'y ai laissé ma joie de vivre, ma libido, mon plaisir de plaire, mon amour de la vie. Je me regarde froidement dans le miroir. J'ai pris 20 ans dans la gueule, mais puisque je vous dis que je m'en fous, est-ce que ce livre, c'est un cri de colère qui ne dit pas son nom et qui, quelque part, dans son défaitisme et fatalisme, dit peut-être « Je vous aurais prévenu ». Peut-être, vous savez, très sincèrement, je ne me regarde pas tous les matins. C'est assez bien dit ce que vous venez de dire. Je crois que je suis davantage dans l'affliction que dans la colère. Ou en tous les cas, ma colère est rentrée, ou ma colère est tellement quotidienne que je l'ai apprivoisée. Dans mes premières expériences médiatiques, j'étais davantage encoléré et énervé. Aujourd'hui, je suis davantage dans l'ironie et la causticité. Gilles William Goldnadel, bien sûr, j'ai encore énormément de questions à vous poser. J'ai envie de vous dire, vous parlez de ces libertés individuelles dans votre livre qui nous seraient potentiellement retirées. Est-ce que vous avez peur justement que cette parole que l'on vous offre de façon assez fréquente, ne serait-ce que sur la chaîne CNews, vous soit un jour retirée? Oui. Dans ces cas-là, que feriez-vous? Bien sûr que je le crains. Bien sûr que je le crains, mais la gauche, l'extrême gauche ayant perdu la bataille des idées, n'a plus pour combat que l'intolérance, que le désir de faire taire la droite ou l'opposition détestable. Que ce soit, X, ça y est, X, avant Elon Musk, ils étaient tous sur Twitter. Il ne voyait aucun inconvénient à ce que l'ayatollah Khamenei puisse déposer des tweets appelant à la destruction d'un certain État du Proche-Orient. Et hop, Elon Musk a pris le pouvoir, il faut fermer Twitter, il faut surveiller. Elle qui n'avait que liberté, licence au bout des doigts ou dans les lèvres, il faut surveiller absolument les choses. On a fermé C8, si on pouvait fermer CNews, la vie serait merveilleuse. Ils n'ont plus que ça. Et ils sont dangereux. Ils sont dangereux au sein de la communauté européenne, au sein de la Commission européenne, au sein des partis de certains politiques français. Oui, je les prends au sérieux. Hein. Et oui, la seule chose que je prends encore au sérieux, en ce qui concerne la gauche et l'extrême droite, c'est sa capacité de vouloir et de pouvoir me faire taire. Et ça fonctionne parce que les chaînes se font fermer. Et quand on réalise cela, on se dit quand même que si on en arrive là, la politique peut on peut avoir une politique au fur et à mesure qui devienne la France insoumise, en tout cas un gouvernement. Oui, c'est possible. Mais enfin, vous savez, le problème, c'est que les choses sont allées quand même très loin. C'est-à-dire que on peut difficilement maintenant raconter des histoires à la majorité du peuple français. De la même manière que les Américains, exaspérés par le wokisme, son anti-masculinisme, son antisémitisme et tutti quanti, a basculé chez les républicains trumpistes. Mais même si moi je prône que l'ère n'est pas à la modération, je vous mentirais en disant que je sois un trumpiste invétéré, et je ne voudrais pas qu'on passe d'un excès à l'autre, mais nous verrons. La messe n'est pas dite. Hein.
Est-ce que c'est un espoir pour vous, Trump, malgré tout? Même si vous n'êtes pas pour, on pourrait dire la même chose de Netanyahou et pour autant on reste... Oui. Écoutez, je me suis davantage réjoui de la défaite du wokisme que de la victoire de Trump. Ceci posé, je ne boude pas ma satisfaction, ne serait-ce que ma satisfaction méchante. Je suis assez content que Elon Musk soit à la tête de Twitter. Je préfère que Trump, malgré tous ses défauts, soit aujourd'hui avec Israël dans la situation que vous savez. Oui, la victoire de Trump m'a réjoui, mais je ne retire rien à ce que je viens de vous dire. Restez avec nous, on continue cette émission avec Gilles-William Golnadel pour son ouvrage Journal d'un prisonnier sorti aux éditions Fayard. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent également, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Les forces israéliennes ont arrêté un haut responsable du Hamas à Jenin hier soir, annonce Tsahal. Activement recherché, il prévoyait de commettre des attentats contre des civils et des soldats israéliens en Judée-Samarie. Yarden Bibas, le père des plus jeunes otages de Gaza, Ariel Ekfir, est sorti de l'hôpital en fin de matinée, une semaine après sa libération. Le chemin vers la réhabilitation est encore long et ne sera pas achevé tant que Chéri, Ariel Ekfir et tous les otages ne seront pas rentrés chez eux, a souligné la famille Bibas. Les sanctions de Donald Trump contre les exportations de pétrole iranien font grimper le cours de la matière première. Pour rappel, le département du Trésor américain a annoncé jeudi des sanctions financières à l'encontre d'un réseau international qui faciliterait l'expédition de millions de barils de pétrole brut iranien vers la Chine. Le sommet pour l'intelligence artificielle à Paris est ouvert. Des politiques du monde entier et des patrons de la tech sont attendus sur place. Le chef d'État français Emmanuel Macron a d'ores et déjà annoncé une enveloppe de 109 milliards d'euros d'investissement dans les prochaines années dans le secteur de l'intelligence artificielle en France. François Bayrou, qui a déjà survécu à 2 motions de censure la semaine dernière, en affronte une 3e cet après-midi. Déposée par la France Insoumise, elle porte cette fois sur l'adoption de la 2e partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais l'initiative n'a que peu de chances d'aboutir. Enfin, Richard Ferrand va-t-il prendre la tête du Conseil constitutionnel? Le président de la République doit proposer ce soir le nom du successeur de Laurent Fabius. Richard Ferrand, macroniste de la première heure, fait figure de grand favori. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Gilles-William Golnadel et mes chroniqueurs en direct sur Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J. Vous partez bientôt en Israël et si votre tranquillité d'esprit tenait en un seul geste, avec un don de 120 € ou plus au Magen David Adom, vous et votre foyer fiscal bénéficiez de l'assurance MDA. En cas d'urgence, tous nos services vous sont offerts sans frais. Partez l'esprit serein, sauvez des vies en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org ou appelez-nous dès maintenant au 01 43 87 49 02. mda-france.org. MDA France, Association au service de la vie. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Gilles-William Golnadel, pour son ouvrage Journal d'un prisonnier sorti aux éditions Fayard. Je ne peux que vous citer, Gilles-William Golnadel, puisque il est écrit dans votre ouvrage « Vient le 7 d'un mois pourri de l'an 23 m'a dit « Je suis un juif plus mort que vif, le grand pogrom, la tuerie des nouveau-nés, nié par des sages-femmes, le viol des femmes blanches, nié par des féministes, les décapitations niées par des écervelés, les tortures réfutées par d'aimables sadiques.
L'humiliation d'être devenu un juif souffrant alors que je me figurais en combattant le retour de la voussure, la haine dans la rue française qui ne l'est plus vraiment dans les facs de lettres d'illettrés, dans le monde en ligne électronique comme sur l'odieux visuel public et enfin la nazification des pogromisés. Aujourd'hui, vous êtes évidemment un des avocats les plus médiatisés. Je le disais, ces mots résonnent comme des balles. Vous prenez la parole quotidiennement avec la même ferveur sur notre actualité, davantage encore depuis le 7 qui a raflé, je pèse mes mots, sans doute un espoir de voir le monde vaincre contre l'islamisme. Vous l'écrivez, le Hamas a gagné finalement la guerre médiatique à plate couture, dites-vous. Comment vous vivez cela aujourd'hui ? Écoutez, déjà, le rappel du 7 octobre m'est odieux. C'est-à-dire que je ne peux pas, c'est pavlovien, hein, je ne sais pas, ou alors c'est là les effets de l'âge. Ou des racines. Voilà, vous avez parlé de Bibas tout à l'heure, de Kfir, je ne peux pas. Réellement, j'ai du mal à en parler. À part ça, la double peine, ça a été la manière dont certains médias, notamment d'État, ont traité le 7 octobre et je suis toujours dans une colère active et activiste. Rien qu'hier encore, j'ai envoyé une lettre ouverte à Madame Van Rett, de la présidente de France Inter, pour lui expliquer, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour lui expliquer que ça faisait 2 fois j'obtiens de l'Arcom une mise en garde parce qu'il donne les messages, les bilans victimaires du Hamas comme du bon pain sans même les sourcer. 2 fois, France Inter est rappelé à l'ordre et samedi à 11h, il y a eu 48 000 morts, comme ça il y a eu 48 000 morts à Gaza. Donc ils n'en ont rien à faire et comme si ça ne suffisait pas à mon énervement, à 19h, je vous assure que c'est vrai, à 19h, il commence par expliquer, même dans le titre, que les Israéliens, à la suite de la libération des otages, ils ne vous parlent pas de la manière sadique dont ils ont été restitués, leur état squelettique, l'interview forcée du pauvre père qui ne sait pas encore qui salue. Non, tout ça, ils ne disent pas. La seule chose qu'ils trouvent le moyen de dire, c'est que les Israéliens sont en colère. Contre qui ? Contre Benjamin Netanyahou. Pas contre le Hamas, contre Benjamin Netanyahou. À ce degré-là, si vous voulez, de la vilainie médiatique, moi-même, j'ai un problème de vocabulaire. Donc, je lui fais une nouvelle lettre qui a eu un certain retentissement et je saisirai, si elle ne me répond pas, je saisirai une 3e fois l'Arcom. J'ai que ça à faire dans mon impuissance. Je n'ai que ça à faire, mais voilà. Et cette histoire-là, donc, je me suis donné le mal d'écouter, mais c'est tous les jours que Dieu ou le diable fait, notamment parce que les radios privées, les télés privées, à la limite, c'est leur affaire. Mais une radio publique qui a dans son cahier des charges l'obligation de neutralité, de pluralisme, et que je paye avec mon argent, ça, je ne l'accepte pas. Ça fait partie de mon combat. Un double combat en tant qu'auditeur français, en tant que contribuable français, et en tant que juif et israélien. Mais il est vrai que votre ADN, Gilles William Gonadel, c'est toujours d'intenter des procès aux intellectuels que vous qualifiez d'antisémites, mais aussi contre cette presse jugée de gauche qui vous révulse depuis de nombreuses années, il faut le dire. Bah oui, mais c'est comme ça que j'ai fait je n'ai pas le premier procès contre l'antisémitisme médiatique. Je l'ai fait pour la LICRA. J'étais à l'époque l'avocat de la LICRA. Contre Libération, croyez-moi, j'ai eu plus de facilité de faire condamner Serge July et Libération pour antisémitisme que d'obtenir de la LICRA le feu vert pour y aller, parce que M. Mitterrand, à l'époque, faisait des pieds et des mains pour... Ouais. Et puis vous aviez des gens qui m'expliquaient, y compris dans la communauté juive organisée, que Libération ne pouvait pas être antisémite puisqu'ils étaient de gauche. C'était à l'époque, je vous assure qu'à l'époque, c'était un argument quasi naturel qui valait certificat de cache-route, si j'ose dire. Les choses ont changé depuis.
Vous êtes vindicatif quand même, parce que vous écrivez: le comité des Israélites de France a été maintenu. Le pouvoir qui connaît l'histoire avec un grand H fait confiance aux Juifs de cour pour respecter leur tradition de soumission contre un hocher ou une décoration, ou simplement pour avoir la vie sauve. C'est très fort ce que vous écrivez, vous qui notamment avez eu des fonctions il y a 15 ans auprès du CRIF, si jamais c'est cela dont vous parlez. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Gilles William Gonadel, que les institutions juives, les associations sont peut-être trop tendres, trop dans la posture bisounours face au pouvoir actuel qui est censé les soutenir, les défendre? Alors, d'abord, il est possible que je sois vindicatif, pour reprendre votre expression. Tout à fait, mais c'est pas une critique. N'oubliez pas que dans mon récit fictionnel, la trans insoumise a pris le pouvoir. Elle a un pouvoir de vie et de mort. Et moi, je sais que le Judenrat, pendant l'occupation, ne s'est pas conduit non plus héroïquement, parce qu'ils voulaient sauver leur peau, les pauvres. Je ne sais pas comment je me serais conduit à leur place. Je ne suis pas, encore une fois, mais je suis dans cette perspective tragique. Et d'autre part, bien évidemment, je suis en conflit permanent avec le CRIF depuis des décennies, parce que je n'ai pas apprécié du temps où il ne voyait que le Front National, il ne voulait pas voir l'extrême gauche. Et aujourd'hui, je n'apprécie pas davantage qu'il renvoie dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. Et même si je reconnais, vous savez, j'essaye d'être franc, même si, parce que je suis pas un diviseur, même si je reconnais qu'en ce moment, le CRIF fait le job en ce qui concerne Israël. Vous me tendez une perche, Gilles William Gonadel, que je vous avoue, je rêvais de pouvoir évoquer avec vous. En réalité, il y a eu aussi un tournant en France pour les Juifs de France, pour le CRIF également, que nous n'avions pas vu venir. Cela date de 2003. Depuis la mort du DJ Sébastien Selam, si vous vous souvenez bien, où Francis Khalifa lui-même avait, comme un aveu, expliqué sur l'antenne d'I24 News que le consistoire n'avait pas mesuré l'ampleur des faits à l'époque où Adel Abbas-Tebboune avait assassiné son voisin et ami d'enfance Sébastien Selam. À l'époque, la circonstance aggravante de l'antisémitisme n'existait pas. Elle est rentrée dans les mœurs bien après, quelques mois plus tard. Pour autant, tout le monde pointait du doigt l'extrême droite comme le nerf de la guerre antisémite, alors qu'il naissait ou renaissait de ses cendres à gauche. Écoutez, pardon de le dire, la communauté juive organisée ne m'a jamais impressionné grandement par son acuité à voir les problèmes. Ça, c'est sûr. Alors, vous pouvez l'expliquer par le traumatisme de la Shoah et d'une Shoah mal interprétée sur le plan politique, en ne voyant que l'extrême droite derrière la Shoah, ce qui est faux, mais peu importe. Vous pouvez l'expliquer par la courtisanerie, vous pouvez l'expliquer par la bêtise, vous pouvez l'expliquer par je ne sais pas quoi, mais malheureusement, c'est une tradition historique lourde que je constate. Et je peux vous dire que j'ai eu du mal dans mes premiers procès avec la communauté juive organisée pour, je vous le disais tout à l'heure, combattre l'antisémitisme d'extrême gauche ou l'antisémitisme arabe. Bon, ils ont évolué, ils évoluent sur les coups de boutoir de la réalité, mais je ne leur pardonnerai jamais, quoi qu'il arrive, d'avoir, à l'époque où ils étaient encore forts, et où il disposait d'un magistère intellectuel et moral encore impressionnant, d'avoir favorisé l'immigration, dont les Juifs français sont aujourd'hui les premières victimes. Le premier article que j'ai commis dans le Figaro, c'était une adresse à ma communauté originelle pour expliquer ce que je viens de vous dire. Et je le vis très sincèrement encore aujourd'hui comme une manière de tragédie. Puis il y a une autre chose aussi que je ne supportais pas. C'était, pour ces juifs-là qui étaient très pro-israéliens, la manière dont ils comprenaient les problèmes d'Israël, mais ils ne comprenaient pas le problème de la France. Je pointais l'angélisme de Plume s'agissant de la France et le réalisme d'Acier
s'agissant d'Israël. Ah, c'est Israël, il faut des frontières, il ne faut pas que les Palestiniens rentrent, vous comprenez, après on ne va plus être en majorité. Et pas en ce qui concernait la France, rentrez, la soupe est bonne. C'était insupportable pour moi, mais ils ont été victimes de cette sottise-là. Gilles William Goldnadel, fort de cette expérience, de tout cela, et avec tout ce qu'on a vécu, et qu'y a-t-il de plus important que ce qu'on a vécu, j'ai envie de dire, si ce n'est l'avenir aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce qui nous attend ? Alors d'abord, il faut que je dois vous, pour être tout à fait franc, j'ai au cœur beaucoup le sort des Français de France, dans leur malheur, qui est mien. Et j'ai tout autant au cœur le sort des Juifs israéliens dont mes enfants. Mon fils était encore sous les drapeaux il y a quelques mois. On peut dire ce qu'il fait dans la vie, votre fils ? Il a été avocat, il a été policier, et maintenant il est dans une société de conseil, on va dire ça comme ça. Donc, mais mon cœur est divisé des deux côtés de la Méditerranée. Je me suis construit comme ça. Je vous mentirais en disant que avant j'avais peur pour la France. Non, j'avais pas peur pour la France. Quand j'étais enfant, j'avais pas peur pour la France. Et mon cœur était déjà loin, du côté du pays du roi David. Je me suis construit comme ça aussi, un peu fictivement. Maintenant, c'est des deux côtés que je souffre. Est-ce que vous avez un mot, je ne sais pas, pour la France et pour Israël pour le coup ? Amour, tendresse, fraternité, solidarité, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Pour vous aussi ? Pour moi ? Oh non. Moi je suis une sorte de pessimiste combatif. Et comme je l'écris, le bon Dieu s'est pas trop foutu de ma gueule. J'ai eu ma part. C'est secondaire. Ça m'empêche pas de bien m'aimer, de me souhaiter du bien. Mais honnêtement, c'est pas à moi que je pense en premier. On vous emmène au théâtre, Gilles William Goldnadel. Au théâtre. Et bonjour Christophe. François Genoux, par son impunité, est l'un des plus sombres mystères de la lutte contre le mal. Nazi convaincu depuis sa jeunesse, notamment depuis une rencontre à l'âge de 17 ans en 1932 avec Adolf Hitler, Genoux est après-guerre le banquier de nombreux mouvements nationalistes arabes durant la décolonisation, mais aussi le financier de terroristes comme Carlos ou comme les membres du FDLP. Il est enfin le détenteur des droits sur les œuvres de Bormann, Goebbels ou de Hitler lui-même. Comment, avec un tel pédigré, a-t-il pu mourir tranquillement dans son lit, choisissant même le moment de son euthanasie ? Ils se sont mis à 4 pour tenter de trancher le mystère. Alexandre Amiel, Yaël Berdugo, Jean-Philippe Daguerre et Alexis Kebas. Ce sont les auteurs d'une pièce formidable. Si ce n'est pour éclaircir le mystère Genoux, au moins cette pièce arrive-t-elle à formuler des hypothèses, à explorer le labyrinthe ? Cela donne L'Injuste, c'est au théâtre de la Renaissance et il faut courir voir cette pièce. Nous sommes dans un bunker ultra sécurisé au cœur d'une forêt suisse. Parce qu'il se sait condamné, Genoux accepte d'accorder une interview à une journaliste israélienne. Parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Leurs deux histoires sont mêlées. Ce qu'elle ignore et qui confère un avantage aux banquiers nazis. C'est un piège qui se referme sur la jeune femme et le bunker pourrait bien être son tombeau. Mais l'affaire est plus complexe. Si Genoux a été épargné par le Mossad pendant tant d'années, c'est parce qu'il a été fort utile à son corps défendant pour traquer les terroristes antisionistes. L'injuste, c'est l'inverse du juste. L'injuste, c'est celui qui a toute sa vie choisi les causes qui lui permettaient de nuire le plus possible aux Juifs. Cette pièce n'est pas seulement un thriller réussi, un bras de fer talentueux servi par la qualité de jeu solide, minérale des deux interprètes. Jacques Weber, qui ne se cache plus de travailler avec une oreillette, laquelle ne gêne pas son jeu, est un Genoux sans caricature, naturellement salaud et soucieux de ses arguments autant que de ses provocations. Il est diaboliquement intelligent, subtilement sadique. Élodie Navarre, comme toujours parfaite de précision, impressionnante de force naturelle et époustouflante de beauté, campe un personnage en acier trempé, qui déploie lentement sa lame pour la plonger au cœur de l'existence de François Genoux.
L'injuste est surtout une réflexion sur le lien incontestable entre le nazisme, le nationalisme arabe et l'islamisme. Un mal commun court entre ces trois idéologies, un fil directeur qui est la haine du juif. Genoux n'est qu'un acteur et un symptôme de cette collusion qui joint le XXe et le XXIe siècle. Et merci beaucoup Christophe Barbier pour cette jolie proposition faite à Gilles William Goldnadel. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Annabelle Guiraud. Le billet du jour. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Gilles William. Bonjour. Dans cette chronique, c'est l'actualité qui nous accompagne. Allez, c'est parti. Débutons avec cette question. Est-ce que la bif est le chroniqueur TV ? On a tous vu la pastille de C'est à vous sur France 5 avec un chroniqueur de billets d'humeur à longue barbe, petit bonnet et pull ample. Un look de hipster, peu orthodoxe, qui a créé un certain émoi chez les téléspectateurs. La chronique n'était pas finie, qu'on savait déjà tout de lui via son profil X, ex-Twitter. Verdict populaire, salafiste, islamiste. Les mots sont lâchés. C'est l'emballement médiatique et politique. La situation est grave, très grave. C'était ce 5 février. La ministre de la Culture va monter au créneau. Elle est au Sénat pour la séance des questions au gouvernement. Et là, surprise, c'est la ministre de la Culture qui annonce que ce chroniqueur ne sera plus à l'écran. À cause de sa tenue vestimentaire ? Non, bien entendu, l'apparence, le physique, la tenue ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement, nous rappelle Rachida Dati. À cause des propos répréhensibles dans sa chronique TV ? Non plus. Mais alors pourquoi ? Pour ces propos scandaleux selon les dires de Rachida Dati, les propos déterrés de X. Vous vous souvenez ? En attendant, cet humoriste chroniqueur continue d'officier à la radio, sur France Inter, une émission filmée, mais là, pas de petit bonnet vissé sur la tête. On retiendra qu'un plateau TV n'est pas une scène de stand-up, un dérapage, et c'est la crise nationale assurée. En attendant, cette petite histoire a nourri un sketch, et peut-être d'autres qui vont suivre. Allez, sans transition, direction l'Assemblée nationale, un lieu emblématique où la fierté, la dignité et le respect doivent régner. Mais ça, c'était avant. Depuis 2022, un parti politique se complaît à semer le trouble, la bronca, ici et partout. Une de ses dernières cacophonies dans l'hémicycle, c'était ce jeudi 6 février. Cristallisation autour du débat sur le durcissement des restrictions au sol à Mayotte. Une scène TV acadabrantesque au Palais Bourbon. Un député marseillais, éléphiste, arrogant et insupportable de rhétorique, alpague la députée Lyotte de Mayotte. Il l'accuse de ne pas avoir soutenu les initiatives de LFI en faveur de Mayotte au lendemain du passage du cyclone. S'ensuit alors un échange à couteau tiré entre un éléphiste qui se gausse d'une France insoumise qui a parcouru l'ensemble du territoire pour récolter des dons de l'eau et à manger pendant que la députée Moret se pavanait sur les plateaux TV. Fort en distorsion de fait, l'élu éléphiste poursuit en lui assénant qu'elle n'était pas là quand il fallait censurer le gouvernement qui n'apportait pas les moyens nécessaires aux compatriotes de Mayotte. Scandalisée, la députée mahoraise réplique immédiatement aux attaques du éléphiste avec vigueur. Elle était sur place auprès d'une population qui a tout perdu, achevant son adversaire avec cette phrase sans appel. Et vous venez vanter d'aller faire votre charité ? Mais vous êtes sérieux ? Vous n'avez plus aucune décence. Une réponse qui mettra KO son adversaire politique. Jeu 7 et match pour la députée Estelle Youssoufa. Et c'est comme cela depuis 2022. Il n'y a pas une semaine sans un cartade éléphiste à l'Assemblée nationale. Depuis 2022, l'Assemblée nationale est devenue un cirque à ciel ouvert. Gilles William, voilà de quoi alimenter un tome 2 pour le journal d'un prisonnier. Je penserais. Parlons liberté à présent. Samedi 8 février, 10h59, heure française. Après 491 jours de captivité, Eli, Or et Ohad sont libres. Eli, Or et Ohad, 3 otages israéliens, libérés par des hommes de Hamas décomplexés à faire le show sur un podium. Eli, Or et Ohad, c'est aussi les 3 premiers otages libérés dans un état physique d'amaigrissement extrême. Des images d'otages émaciés, des images qui ramènent à 80 ans en arrière. Il y a 80 ans en arrière, c'était la libération des camps nazis. Il y a 80 ans, la France organisait le rapatriement d'1,5 million de personnes, dont 4500 déportés juifs. Oui, vous avez bien entendu, 4500 déportés juifs, soit 5% de survivants, reviendront vivants à la maison France. Le retour des déportés juifs en 1945, c'est aussi le sujet d'une exposition mémoriale de la Shoah à Paris, que je vous encourage vivement à aller découvrir et qui se passe à l'Allée des Justes à Paris et qui est jusqu'au 3 avril 2025. Enfin, je vous propose de terminer ce billet en musique et un clin d'œil, cher Gilles William. C'était début janvier, dans une de vos dernières chroniques pour le JDD. Vous avez écrit « France, ma mère patrie, je crains pour toi et pour nous ». Une phrase qui rappelle les paroles de la chanson « Lettre à France » interprétée par Paul Naref. « Lettre à France », des paroles que vous avez toujours profondément ressenties et que je vous propose d'écouter. C'est maintenant extrait. J'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas, l'amour c'est fait de ça. Je crois que Gilles William
et cueilli. Merci beaucoup Annabelle Guiraud Merci. pour ce Merci. très beau billet sur Ça me l'antenne touche. de Radio J. Tout de suite, eh bien, c'est le portrait. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Cueilli, et oui. Non, mais je dois être en ce moment un peu à fleur de peau. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer à présent Gilles William et c'est votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Gilles William. Alors sincère, obstiné et intransigeant, c'est ainsi que vous vous êtes défini devant Dieu et Cyrielle en début d'émission. Et je valide, même si je ne me prends pas pour Dieu, et j'ai reconnu cette sincérité dans votre profond dépit. Vous qui avez choisi avocat parce que vous ne saviez rien faire d'autre. J'ai trouvé ça très joli. Vous qui n'idéalisez plus rien, ni la France black blanc beurre à la mort moelle-neu, ni les crispations sécuritaires. Vous avez prôné une France qui ne céderait ni au mirage de la préférence pour l'autre, ni au mirage de la préférence pour elle-même. C'est bien ça? C'est ce Oui, que j'ai c'est compris. bien dit. Il faudrait des Français... Enfin, à tout prendre, je préfère me préférer moi que l'autre. J'ai compris. Voilà. Il faudrait des Français qui ne se haïssent pas et qui ne s'aiment pas trop non plus. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. À tout prendre, vous préférez vous aimer trop ou ne... À 1000 fois, je préfère mes métros. Oui, c'est ça. Vous naviguez, Gilles William Goldnadel, entre l'ultra-narcissisme de certains et le saint-déni des autres, entre la paranoïa muselée des temps modernes et le bon français béret baguette, même si ça, nous avez-vous précisé, c'était avant. Alors, ce livre, vous disait Cyrielle, et j'ai trouvé ça très juste, c'est votre enfer. Et je me suis dit qu'on adhère ou pas à vos idées, on ne peut que reconnaître votre envie d'aller y voir dans cet enfer, de ne pas mettre d'œillères, de vraiment d'insister sur votre propre opinion sur les choses humaines. Je dirais que c'est, et vous qui l'avez dit d'ailleurs vous-même, c'est une obsession assumée. Voilà. Que vous avez dit d'ailleurs fort courageusement. Souvent on a honte de ces obsessions. Moi j'entends que vous la soutenez. Et une obsession jusqu'au boutiste qui se théorise, qui s'étaye tant intellectuellement qu'émotionnellement. Et une pensée qui va, qui ne recule pas devant même la dystopie tant elle se laisse voltiger. Je dirais que vous êtes un flingueur d'angélisme. Ça vous convient? Ça me vient, oui, j'accepte. Un flingueur d'angélisme qui assume sa vocation. Non, allons-y. J'aime bien parce qu'à chaque fois, il me dit oui, mais après, attendez, vous croyez il quoi, réfléchit Joseph? Vraiment. Vous pensez, il pense pour de bon, c'est ça. Bien sûr, attendez, vraiment, à qui vous parlez? Qu'est-ce que, alors, flingueur d'angélisme, oui, mais Flingueur d'angélisme hypocrite. Ah bon? Je pense que oui, je ne. Ah d'accord, oui, je croyais. C'est l'angélisme. Non, moi non. Non. J'ai eu peur. Non, ouais. Oui. D'accord, donc flingueur d'angélisme, mais effectivement des faux angélines, parce qu'il y a des vrais. Écoutez, j'ai du mal. J'ai du mal à séparer la bêtise de la pose. Donc oui, c'est difficile. La nature humaine est compliquée. Je veux bien croire qu'il y a une part de sincérité chez Sandrine Rousseau, mais j'y trouve aussi un peu de duplicité. D'accord. Alors, flingueur de tous les idéalismes, de tous les romantismes, de toutes les fictions légitimantes finalement, vous qui avez été de gauche et qui dites l'être resté. D'ailleurs, ça m'a surpris. Au début d'émission, vous disiez que l'essence de la gauche, vous la gardiez avec vous. Non, j'ai pas dit ça. Ah, non, vous avez dit. Non, alors je me suis mal expliqué. On va retrouver les bandes. Non, il faudra. Non, je me suis mal. Je me suis mal expliqué. Je n'ai pas d'aversion. Oui. Je n'ai pas d'aversion pour la gauche lorsqu'elle était humaine, mais elle n'existe plus celle-là. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, donc, oui. Alors voilà, amour, tendresse, fraternité, solidarité, d'un pessimiste combatif et pas trumpiste pour un sou. Voilà ce que je dirais de vous. Je suis pas non plus anti-trumpiste, mais je suis je demande à voir ce que M. Trump 2 va faire. Je suis pas dans le trumpisme excessif et vous verrez malheureusement, je souhaite me tromper, que dans 3 mois, l'état de grâce sera terminé. Et nous verrons cela, Gilles William Goldnadel. Merci beaucoup, Joseph Agostini. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Gilles William Goldnadel. Un plaisir. Partagé pour votre ouvrage Journal d'un prisonnier, sorti aux éditions Fayard. Merci à vous. Et rendez-vous évidemment demain sur l'antenne de Radio J dès 15h. Tout de suite, c'est le journal sur Radio J.